je vais vous raconter toute une autre histoire qui va commencer par les murs d'Abidjan. Dans les années 70, les murs étaient bas. Progressivement, qu'est-ce qu'on a commencé à observer? On a commencé à observer des murs avec un peu de ferraille, de protection. Et puis progressivement, c'est devenu des barbelés. Ça veut dire qu'on se porte très bien dans la maison. Ensuite, des barbelés, c'est devenu un système électrique. Ça veut dire qu'on se porte encore mieux dans la maison et que tout va bien. Dans les quartiers, on s'enferme. Les ménages investissent de plus en plus dans les sociétés de gardiennage. Non content de tout ça, on emmène un système électronique qui parsème la ville. Tout ça, c'est contre qui? Les rebelles de ces murs et de ces systèmes électroniques que sont les enfants microbes. C'est exactement lorsqu'on dit les microbes sont là. Si je le dis, tout de suite, la salle se vide en moins de 2 minutes. C'est comme si je disais Allahu Akbar. Alors, ces enfants, j'ai décidé d'aller comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont, quelle a été la logique de basculement dans la violence, leur perception de la société, leur avenir. J'ai pris ma caméra, j'ai utilisé les méthodes de pénétration des milieux à risque. Je vous assure, parfois, il m'arrivait de trembler quand j'étais avec eux et qu'ils faisaient des mouvements que je ne comprenais pas. Mais enfin, bref, il fallait aller jusqu'au bout de l'opération. Et ils m'ont appris ce que c'est que les machettes. Les machettes, c'est leur instrument d'écriture. C'est leur façon de signer leur présence dans une société. Ils m'ont appris les machettes, mais c'est des corps marqués. Ces enfants qu'on appelle les microbes, c'est des corps et des esprits marqués. Ils sont marqués par l'environnement dans lequel ils vivent. Ce sont des zones, ils vivent dans les zones de relégation. Ils vivent dans une espèce d'exil intérieur. Vous voyez ces quartiers? Et puis, quand on essaye d'approcher les familles, on est en plein déni de droit. Ils n'ont pas droit à l'eau, ils n'ont pas droit à l'électricité, ils n'ont droit à rien du tout. Généralement, ces enfants naissent et grandissent dans des familles décomposées, souvent monoparentales, à la charge de la seule mère, qui est souvent la seule personne adulte présente à la maison. C'est souvent des enfants, ce sont des enfants en rupture avec le système scolaire. Ce sont en fait des produits avortés du système éducatif. Et ils se retrouvent, évidemment, dans les rues. La rue les prend en charge. Et comme ils le disent eux-mêmes, la rue devient leur famille. Mais curieusement, tous les enfants microbes que j'ai rencontrés, ils adorent une figure du cinéma brésilien qu'on appelle Zepequinho. Apparemment, vous connaissez Zepequinho. Zepequinho, tous ces enfants-là connaissent Zepequinho. Ils considèrent Zepequinho comme une idole. Zepequinho les a inspirés. Ces enfants connaissent ce qu'on appelle l'expérience de la désespérance sociale. Ils ont un frère aîné qui a fait des diplômes à l'université d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa.
qui est au chômage depuis 3 ans, 4 ans, il ne croit plus à l'école. Là, on est dans un quartier à Yopougon, un lundi à 10 heures du matin. Alors, face à l'impuissance de leurs parents, ces enfants décident d'aller dans la rue pour, disent-ils, se débrouiller. Mais lorsqu'ils arrivent dans la rue, ils sont pris en charge par ce qu'on appelle le boing. Vous savez ce qu'on appelle le boing? Qu'est-ce que le boing? Le groupe. Mais le boing, dans la culture de la bande, est inspirateur de contre-valeurs, de ressources, de solidarité et de fraternité pour des enfants qui sont désocialisés, mais qui, en allant dans la rue, entrent dans un processus de resocialisation par la rue. La première chose qu'ils apprennent, c'est consommer la drogue. Consommer la drogue. Et comme ils le disent eux-mêmes, progressivement, on les amène dans ce qu'ils appellent les doses fortes. J'ai passé des moments de frayeur dans les ghettos où vous voyez ces enfants, vous passez la veille, vous les voyez endormis à 9 heures, le lendemain, à 10 heures, ils ne sont pas encore réveillés, tellement ils sont abîmés par la drogue. Ils estiment que lorsqu'on a fini de consommer la drogue, on peut faire l'incroyable. D'où le titre du documentaire. La culture de la machette est inculquée justement dans le ghetto. La machette, on ne la manipule pas n'importe comment. Il y a des techniques de gestion de la maquette lorsqu'on est sur un territoire de chasse. Je vous rappelle que c'est des enfants qui ont entre 10 et 18 ans. Ils sont d'une intelligence redoutable. Il y a tout simplement à s'intéresser aux techniques de maillage des territoires, aux opérations chirurgicales qu'ils mènent. En fonction des territoires, ils ne s'organisent jamais, ils n'opèrent seuls, au minimum en groupe de 4 et entre 4 et 20. Ils sont capables de ceinturer un quartier et d'opérer en quelques minutes et d'en ressortir sans qu'on ne puisse les apercevoir. Mais pour arriver à faire l'incroyable, il faut construire les ressources de l'invincibilité. C'est les gris-gris. Mais avec eux, j'ai enrichi mon vocabulaire. Ça ne s'appelle pas que gris-gris. Là-bas, ça s'appelle les socolutions, les drigbadei, les unkubo. Mais moi, visiblement, j'ai quelque chose de plus que vous, puisque je suis allé enrichir mon vocabulaire dans un univers dont vous avez peur. Alors, ces enfants, ils considèrent que lorsqu'ils sont protégés par les socolutions, attachés de haut en bas, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont en situation d'invincibilité. Et pour cela, ils disent aller jusqu'au village pour se protéger. Le village qui est revenu souvent, c'est Korogo. Ça veut dire que si vous avez des amis korogolais, rapprochez-vous d'eux, ils ont des choses. Puisque les enfants les ont identifiés comme tels. Alors, ils estiment que sous l'effet des socolutions, ils n'ont plus peur de rien, à part Dieu. Heureusement. Heureusement. Parce que s'ils n'ont plus peur de rien, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est là que je découvre leur haine vis-à-vis de la société. Ils en veulent à la société. Ils disent en vouloir à la société. Ils en veulent le boss, ce qu'ils appellent les boss. Et ils vont loin. Ils disent que
boss, ils gagnent près du million et qu'ils ne savent rien de ce qui se passe dans le pays. Mais s'ils savaient que le boss, certains boss gagnaient plus du million, qu'est-ce qu'ils allaient faire alors? Alors, pour eux, ces boss s'accaparent de l'argent, ne redistribuent pas, et du coup, eux, ils se trouvent privés de ressources. Ils insistent sur le fait que ces boss ne craignent rien. Alors, dans ces conditions, ils ne voient leur avenir que dans le vol. Et ceux à qui s'en prennent aussi, c'est les policiers. Ils estiment que les policiers viennent leur prendre des trucs qu'ils ont volés, les interceptent et partagent le butin avec eux. Alors, on est face à des jeunes révoltés contre une société, mais en même temps, ils ont beaucoup de cœur. Ils ont le souci de leur maman. Les rebelles, ils parlent abondamment de leur mère pour ceux dont les mères sont encore vivantes. Là, ils s'en prennent par exemple aux mères qui, selon eux, chassent leur maman des trottoirs, leur maman qui mène leurs petites activités et qu'elles ne méritent pas ça. Alors, ces enfants regardent tout ça et estiment qu'ils ont là des raisons de se révolter parce que ça leur ferait mal. Parfois, lorsqu'ils vous parlent, leur voix tremblote. C'est vraiment, ils expriment un sentiment de révolte vis-à-vis de la société. Et c'est pourquoi ils estiment qu'il faut qu'ils grouillent. Il faut qu'ils grouillent pour faire vivre leur famille. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'aller agresser, d'aller voler. Le pire, c'est qu'ils considèrent ce qu'ils font comme une activité économique, comme n'importe quelle activité. C'est ça le plus grave. Ils le font parce qu'ils veulent faire manger leurs petits frères. Ils veulent soigner leur maman. Vous voyez, il y a quand même une part d'humanité dans l'inhumanité qu'on observe avec ces enfants. Ils veulent pouvoir un jour aider les pauvres lorsqu'ils auront les moyens. Ils ont même le souci de l'autre. Ils agressent certains et ils ont le souci d'autres. C'est quand même assez ambivalent comme attitude. Et ils se prennent de pitié, par exemple, pour les femmes d'un certain âge, en situation de vulnérabilité physique. Tout ça pour vous dire, malgré la violence qui les habite, ils ont encore une part d'humanité en eux. Ils parlent même de pleurer lorsqu'ils voient ces femmes dans leur incapacité. Et ils estiment que si un jour Dieu les aide à devenir quelqu'un, ils vont travailler à changer les choses. Pour moi, c'était le message que je voulais vous faire passer. Dans ces jeunes, il y a encore une humanité. Il est important qu'on agisse dès maintenant, qu'on pense à les récupérer de cette situation. Et c'est possible. Comment y arriver? Il faut discriminer positivement les enfants qui sont dans des zones que l'on sait être des zones fragiles, des zones de vulnérabilité. Il y a la géographie de la pauvreté dans les milieux urbains. Discriminer positivement, ça veut dire quoi? Si on dépense 10 francs à Cocody, il faut pouvoir dépenser 15 francs à Abobo pour espérer sortir ses enfants de cette situation. Pourquoi? Parce que à Cocody, les enfants sont déposés à l'école par les parents. Eux, on doit pouvoir assurer le transport. Eux, on doit pouvoir leur assurer la cantine à l'école pour qu'ils mangent
parce que ces enfants ne mangent pas. Vous avez bien vu l'environnement dans lequel ils évoluent, ils vivent. Il ne faut pas continuer à réagir au phénomène par la simple approche sécuritaire. Il faut agir. Je dis bien, il ne faut pas seulement réagir, mais il faut agir. Agir, ça veut dire quoi? Aller vers des politiques publiques qui favorisent justement cette discrimination positive en faveur de ces enfants. Il est important de restaurer l'autorité parentale. Oui, j'en appelle aux religieux qui s'intéressent à ce genre de phénomène, qui travaillent à cela, qui essayent de faire vivre l'idée de famille, mais également les politiques publiques qui favorisent l'accès à l'emploi, l'accès aux revenus. Parce que, vous imaginez, un parent qui n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants ne peut pas avoir d'autorité sur ses enfants. Je donne souvent l'exemple des chiens en Afrique. En Afrique, vous appelez un chien Médor. Vous le voyez sur l'état d'ordure. Il bouge. Vous l'appelez Médor, il ne répond pas. Mais parce que vous ne lui donnez pas à manger. Mais regardez les chiens en Europe. Ils connaissent même le klaxon de leur maître. C'est là la différence. Vous ne pouvez pas exercer une autorité paternelle si vous ne mobilisez pas les ressources de cette autorité. Eh bien, comment maîtriser les ressources de cette autorité? C'est le revenu qui permet de subvenir aux besoins des enfants. Vous avez vu les zones de relégation dans lesquelles vivent ces ménages. Comment peut-on avoir un esprit sain? Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle d'un esprit sain, dans un corps sain, lorsqu'on vit dans un environnement comme celui-là. Pour finir, je vous dirai ceci. La politique sécuritaire, à elle toute seule, ne pourra pas nous permettre d'aller jusqu'au bout de ce phénomène. Il faut une approche beaucoup plus globale dans laquelle vous pourrez vous investir à tous les niveaux où vous vous trouvez. Parce qu'il ne faut pas laisser cette problématique seule à l'État. Ce n'est pas normal que dans une société, des enfants tuent les adultes et que les adultes disent « tuez-les ». Dans quelle société sommes-nous? Est-ce que c'est un environnement viable que cet environnement dans lequel tout le monde s'enferme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un environnement dans lequel les enfants deviennent une source de risque importante pour les populations? J'ai dit. Bonne soirée.